à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec l'abbé Rioult. L'abbé Rioult a écrit 7 essais, L'écran, poison du corps, de l'âme et de l'esprit. Et nous allons aborder ce sujet qui est, il me semble, plus que actuel à travers justement ces trois principaux sujets. Alors tout d'abord, bonjour mon père, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour monsieur, c'est moi qui vous remercie de votre attention. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vais citer plusieurs personnes que vous-même citez dans votre ouvrage en titre d'introduction. La télé est dangereuse pour les hommes. L'alcoolisme, le bavardage et la politique en font déjà des abrutis. Était-il nécessaire d'ajouter encore quelque chose? Le mal est fait. Personne ne pourra empêcher maintenant la marche en avant de cette infernale machine. Adieu travail. Demain, on pensera sans effort, puis on ne pensera plus, et on crèvera enfin de la plus triste vie. Ça, c'est Céline dans ses cahiers de 57 et 61. Et maintenant, je vais citer le PDG de TF1 en 2004, Patrick Lelay. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Ouais, tout est résumé, hein. Ah, oui, alors justement, on va commencer par la première partie de votre ouvrage qui s'intéresse justement au corps. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus en quoi la télévision altère le corps? Je pense notamment au fait qu'il y a de la propagande pour la cigarette, pour Ouais. la nourriture, etc. Alors, avant j'introduis pourquoi j'ai fait ce petit livre, cette petit fascicule. En fait, j'avais lu le livre bien connu, il a fait des conférences et il a fait même 2 livres, d'autres livres par la suite, c'est monsieur Desmurger sur la TV lobotomie. Et alors, c'était un ingénieur en neurosciences. J'aime beaucoup les vrais ingénieurs en neurosciences parce qu'ils nous font redécouvrir ce que nous apprennent la philosophie, la théologie, mais par un biais encore plus incarné qui est la création. Et donc, c'est toujours intéressant de mettre en parallèle ces diverses sciences. Et j'ai trouvé son livre, comme il a dit lui-même dans son introduction, chaque semaine, il avait au minimum 4-5 expériences dans le monde qui manifestaient la dangerosité de la télévision. Et un jour, il a craqué en voyant qu'on niait à la télévision un fait scientifique avéré et prouvé. Et donc, il a fait ce livre. Je l'ai lu, mais malheureusement, alors plutôt heureusement, ce livre c'est un gros pavé. Parfois, c'est difficile. Il y a 150 pages de notes, d'expériences scientifiques. Bon, j'ai dit non, il y a trop de trésors, il faut le simplifier. Je vais prendre le meilleur de ces expériences et puis de son analyse. Et puis, lui-même, il dit, je suis un ingénieur, je suis un scientifique, donc il n'aborde pas certains sujets et j'ai dit, il serait bien de les développer justement, l'aspect moral, l'aspect philosophique, l'aspect théologique, religieux donc, et politique. Donc voilà ma petite plaquette, c'est que je vais, les 2 tiers, c'est un, un résumé ou une exposition de ce qui est le plus pertinent, de plus facile, le plus percutant dans son livre. Et puis moi, j'ai rajouté bien sûr ce qui manquait, mais parce que c'était pas son objet. Alors donc le corps d'abord. Oui, on est corps et âme. C'est-à-dire que notre connaissance passe par les sens, dit la philosophie. Et donc, si le corps est blessé, si le corps est agressé, nécessairement, c'est tout l'organisme, c'est tout l'être humain, c'est toute la personne humaine qui va en pâtir. Et donc, et je vous remercie même de m'avoir obligé de revoir un peu mes livres, parce que on se laisse tous bouffer on vit un monde médiatique, on vit un monde de l'image, qu'on le veuille ou non, et ça prend trop d'importance, même quand on le sait, même quand j'ai écrit le bouquin, je vois, non, il y a des faiblesses. On se laisse manger, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Et le danger, c'est pas seulement le vice ou la méchanceté. Il y a des routes qui sont dangereuses. Pourtant, il faut l'apprendre, cette route. Mais il faut faire gaffe parce qu'il y a des virages dangereux. Et c'est un peu pareil. Attention, l'écran, l'Internet, c'est dangereux. Donc, il faut en user avec parcimonie. Et donc, un des problèmes majeurs de l'écran,
c'est le manque de sommeil que cela procure, parce que par les ondes, par l'attention que ça crée, il y a des expériences qui montrent que, eh bien, plus ça va, moins nous dormons et moins bien nous dormons à cause de l'écran. Donc, je développe pas les expériences qu'il a faites, mais euh, juste une remarque à ce sujet. Les adolescents qui pensent que la télévision ont un effet narcotique, donc pour s'endormir, eh bien, en fixant la mire, concèdent chaque nuit près de 45 minutes de sommeil à leur homologue non connecté. Donc les expériences ont prouvé qu'en fait, ça les aide pas à dormir, ça leur recule leur sommeil de 45 minutes. Ceci représente un déficit quasiment de 3 nuits par mois. C'est un chiffre colossal. 3 nuits, ils ont perdu 3 nuits dans le mois. Après, il ne faut pas s'étonner des conséquences intellectuelles, nerveuses, etc. Ensuite, l'aspect, donc, plus on regarde la télé, moins on bouge et plus on mange. C'est bon. Là encore, ça désorganise toute l'équilibre humain. Ça aussi, c'est intéressant, surtout pour. C'est ça que j'avais oublié, parce que moi aussi, quand je mange parfois, comme j'ai peu de temps, eh bien, j'écoute des conférences. Mais là encore, pourtant, ce n'est qu'écouter. Mais bon, il y a l'écran, mais peu importe l'écran, c'est surtout Mais les expériences ont montré que, en fait, quand on mange en regardant la télévision, ou en écoutant la radio, en fait, eh bien, le cerveau n'est pas concentré sur l'action qu'il fait. Et donc, en fait, la sensation de satiété est moins forte, d'où on va plus manger. Tandis que quand on fait vraiment une seule chose, on la fait bien. Et donc, en fait, il faudrait manger dans le silence ou dans quelque chose, en tout cas, qui ne perturbe pas l'action principale. Donc, on peut quand même, dans les monastères, ils écoutent des lectures, mais c'est quelque chose quand même une action qui n'est pas, visuelle, donc qui est moins agressive dans ce sens-là. Et puis, comme vous le disiez, la publicité, même pas la publicité, on imite ce que l'on voit. Les enfants, on voit avec les enfants, hein, une grande personne fait un geste, il va le refaire. Et donc ce mimétisme, il y a aussi, bien sûr, il est aussi chez les adolescents et aussi chez les hommes. Le fait de voir des gens fumer, des gens boire, eh bien, nous habitue ou nous invite, surtout si on a une faiblesse, ou nous réinvite à boire, à manger de manière excessive. Et là encore, tout ça, je synthétise, mais tout ça est fondé sur des centaines d'expériences qui sont dans le livre de M. Desmurgier. Par exemple, une étude à réaliser sur des sujets de 19-12 ans a produit une estimation de 35% en plus pour incitation à fumer. C'est-à-dire qu'ils font des expériences et là où les jeunes vont regarder un film ou quelque chose où il n'y a aucune scène de cigarette, aucune scène de boisson, eh bien, il y a une pause, eh bien, à la pause, ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Tandis que ceux qui ont, dans le film, il y a ces scènes-là, eh bien, 35% de plus que le groupe précédent vont fumer ou boire. Voilà. Donc, c'est quand même pas inodin. Pas anodin. Oui. Il y a aussi quelque chose que vous relevez qui est très intéressant, c'est une autre expérience qui est faite justement sur la fameuse expérience no-tel, unitel, multitel. Ça, Donc je pense que ça, les gens ont compris, soit on n'a pas de téléphone, soit on en a plusieurs, soit on en a qu'un seul. Enfin plutôt de télévision, pas téléphone. Ouais. Donc là, je vais vous citer. Il fut aussi montré que les sujets no-tel, donc groupe d'écoliers de 11 à 14 ans, avaient en phase initiale une perception moins stéréotypée et plus respectueuse de la complémentarité sexuée homme-femme que leurs compères des villes connectées. Cette différence ne survécut pas à l'apparition du poste. Ces expériences ont manifesté ce qui est aujourd'hui clairement établi, à savoir que plus un jeune passe de temps face à un poste, plus il a de chances de perdre précocement sa virginité. Oui, alors ça, j'allais l'aborder dans le côté politique, social, mais cette expérience, c'est la seule expérience à connaître. Je la résume très rapidement. Au Canada, à cause de circonstances géographiques, une ville, il y a 20 ans, 30 ans, une ville moderne, moyenne, n'avait pas de télévision, ce qui est, en 2000 était un terrain d'expérience unique. Pour remédier à, entre guillemets, ce défaut, ils vont mettre des antennes relais qui vont permettre dans cette vallée de faire venir la télévision. Donc, pendant 2 ans avant cette antenne relais et 2 ans après, il va y avoir 4 ans d'expérience sur cette ville, comparé à des villes équivalentes aux alentours qui avaient une chaîne de télévision ou 4.
et le résultat est catastrophique. Donc on le reverra après, mais je peux le dire maintenant, mais c'est la créativité, parce que quand on n'a pas de télévision, on fait autre chose. Donc la créativité de ces enfants va diminuer, la violence va augmenter, les stéréotypes vont éclater. Enfin, c'est une destruction, c'est une destruction. Mais ça, on en reparlera après. Mais cette expérience-là, et moi-même, je l'ai vu. J'étais missionnaire en Afrique, au Gabon. Alors sans faire l'expérience de nos hôtels, j'ai bien vu. J'ai vu des villages sans électricité, donc sans télévision. Alors, bah, ces villages-là, ils avaient les défauts, je dirais, les défauts de païens ou les défauts des Africains, donc, et aussi leur qualité. Euh, et puis j'ai vu des villages équivalents avec électricité. Ah bah là, c'était le ravage. C'est-à-dire que même les valeurs naturelles qui étaient gardées dans le village sans électricité avaient disparu à cause de la télévision. C'est-à-dire que non seulement ils avaient leurs défauts africains, plus les défauts mondiaux, plus les défauts occidentaux. Donc plus d'autorité naturelle, l'égoïsme, l'individualisme, enfin c'est plus toute la pourriture qui véhiculait. C'est une destruction massive. Le village c'était flagrant. Ces deux villages avec ou sans électricité, et c'était flagrant. Non pas que le village sans électricité était un paradis, non, mais le village avec l'électricité, alors là c'était le cas. Sur le corps, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Oui, donc c'est ça, la perte de virginité, donc bien sûr l'excitation sans fin, sans raison des sens, donc évidemment ça a une influence. Alors avant d'aller sur le côté, je dirais, luxure et L'âme. intimité, il y a le côté gourmandise déjà. Gourmandise où là encore c'est montré, on grignote, on mange facilement plus en mangeant. Là encore, il y a eu des tests, pareil. À la pause, eh bien 50% en plus du groupe qui voit les choses manger, qui voit des publicités pour grignoter, eh bien vont 50% de plus que le groupe qui n'avait pas eu ces publicités ou ces scènes. Donc l'image a vraiment une influence inconsciente sur nos réflexes. Et il faut bien comprendre que s'il y a tant de publicité que cela, vu le prix de la publicité, il faut bien se dire que c'est que ça rapporte, c'est que ça a une influence. Euh, L'industriel ou l'agroalimentaire ou le multinational en agrochimie, comme les grandes surfaces, ne sont pas intéressés par notre santé, mais par notre argent. C'est un b.a.-ba. Ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent qu'ils veulent. Et puis donc bien sûr le côté sexe c'est toujours indéfiniment. C'est omniprésent. Et il ne faut pas s'étonner de la décadence et de la violence qui est générée par cela. Parce qu'on va pour vendre un pot de yaourt, on voit une femme dénudée, quoi. Je veux dire, même pour un pot de yaourt, quoi. Donc c'est omniprésent. Et donc nécessairement, ça va déformer les intelligences, ça va nuire au bon rapport homme-femme. Il y a aussi un autre point que, justement, là, vous l'avez abordé, mais c'est ce fameux concupiscible avec la tyrannie des sens et puis justement la télévision qui est un accélérateur ou comment dire, un facteur aggravant de la violence et Ouais. de tout ce qu'on peut voir dans nos sociétés à l'heure actuelle. Oui, bah, dans l'expérience Notel, elle le montre très bien. Là, les bagarres, les injures verbales ont augmenté de 30 à 40%. Alors qu'avant la télévision dans cette ville-là, eh bien dans ce village protégé, dans cette ville protégée, eh bien sûr il y avait des violences parce que l'homme est blessé, mais comme vous dites, il y a un côté aggravant, accélérant et destructeur, chaotique. C'est pour ça que la phrase que vous avez lue en exergue de Céline est vraiment ça. L'homme est déjà grave. Est-ce qu'il fallait encore l'abrutir encore plus? Et on va le revoir, mais il y a vraiment un effet drogue. Un effet drogue. Peut-être maintenant, si nous passons sur la deuxième partie, n'est-ce pas, sur l'aspect de l'âme. Donc là, vous abordez peut-être le premier point sur les graves problèmes qu'engendre la télévision sur la mémoire, notamment. Oui, avant de juste je pense à quelque chose avec une note Oui. là. C'est un des effets aussi graves de la télévision, de l'image, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue à des choses qu'on ne devrait pas
sur lesquels on ne devrait pas s'habituer. Et ça, c'est logique, c'est irrémédiable. C'est-à-dire quand vous voyez constamment des choses que ne devriez pas voir, vous vous y habituez. Donc vous habituez au sale, vous habituez à la violence. Et donc ça va créer une désensibilisation du corps et de l'âme humaine. Et il y a un cinéaste dont j'ai oublié, allemand ou suédois, je ne sais plus, qui a conceptualisé ça dans ses films et qui a appelé ça à la glacialisation de l'homme. C'est-à-dire indifférence. Ensuite, dans la réalité, la même scène, alors qu'elle devrait produire une émotion ou quelque chose, ne le produit plus. On est vraiment dans le virtuel nous empêche d'être réactifs dans le réel. Alors qu'on dit que la télévision va être un plus, non, en fait, elle nous handicape dans le réel. Et le seul dessin montré par Monsieur Desmurger dans son livre, que j'ai bien sûr reproduit, c'est justement ces petits croquis ça, il faudra le mettre à l'écran. Si vous l'avez, mettez-le à l'écran. On voit en haut en haut, donc donc c'est des enfants de 5-6 ans. Ceux qui regardent peu la télévision ont réussi, on leur demande de croquer un bonhomme, donc avec les détails, oreilles, yeux, des mains, un petit peu de doigts, des cheveux. Bref, probablement, ces enfants-là qui regardent plus la télévision, eh bien, savent reproduire le réel et dessiner un bonhomme. Tous ceux qui regardent plus de 3 heures la télévision, eh bien, sont coupés du réel. Tous les dessins qu'ils font, tous les croquis qu'ils font sont monstrueux. Ça ressemble à rien. C'est un microbe. C'est effrayant. Donc là, on voit bien que la télévision n'est pas un plus, mais elle handicape. Et ça, c'est vrai de l'enfant et de l'homme à divers degrés. Et donc, ça handicape l'homme aussi dans son âme et dans sa mémoire. Donc, ça va polluer la mémoire. Ça va mettre des images qui ne sont pas de nous, qui ne viennent pas de nous, qui ne sont pas de notre vécu, Bon, peut-être aussi, si je peux me permettre de rajouter un point qui me vient aussi, vous parlez justement de l'image, de son acceptation. On pourrait aussi penser là à cette fameuse fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'on nous montre des images peut-être de plus en plus choquantes, ce qui fait que ça repousse notre limite, comme vous le disiez aussi. bien Mais sûr. justement, plus on repousse cette limite, et donc plus ce qui est avant l'image extrêmement choquante, eh bien là, on l'a déjà accepté. Ce qui C'est fait ça. que, entre guillemets, l'ennemi a déjà gagné. C'est pour ça que c'est abrutissant et c'est ma conclusion. C'est une société de divertissement et de télévision ne peut aller qu'au chaos. Elle ne peut que se détruire. C'est nécessaire. Regardez avec le premier baiser homme-femme sur les lèvres au cinéma, je crois des années 1920. Ça a fait un scandale à l'époque. Un scandale. Aujourd'hui, ça passe inaperçu. Et en soi, ce scandale était légitime. On ne peut pas embrasser une femme comme ça si c'est pas sa femme. Je veux dire, personne ne voudrait. C'est un début de prostitution. Parce que je suis payé, je vais accepter qu'un homme m'embrasse ou qu'une femme m'embrasse comme ça, alors qu'on n'a pas d'intimité, on n'a pas de lien, on n'a pas fondé une famille. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est répréhensible, évidemment. Et pourtant, ça ne choque plus personne. Ça nous choque plus. Ça nous choque plus. Même si on le réprouve encore, ça ne nous choque plus. Alors que c'est choquant. C'est réellement choquant. Et donc, la télévision non seulement va s'introduire dans notre imaginaire, va le polluer, va le saturer. Et ça, c'est pas bon parce que on a besoin. Trop d'informations tue l'information, on dit, et c'est pareil pour l'image. C'est pas la quantité d'images qui va me perfectionner. Et donc là encore, ça va donc nous hypnotiser et nous fragiliser en fait. Bon, c'est le but aussi, on pourrait aussi voir ça comme un but, je pense, Oui, notamment aujourd'hui, c'est au réchauffement climatique. On va pas entrer dans ces discussions, mais peut-être pour, l'homme de la rue, il y a tellement d'incohérences où tout d'un coup il fait très chaud, tout d'un coup il fait très froid, que la personne qui regarde la météo ou le téléjournal ne sait absolument plus quoi penser, et il me semble que c'est aussi le but, parce qu'une personne qui ne sait plus quoi penser est plus facilement manipulable. C'est évident. De toute façon, c'est connu par les publicitaires. Hein, et les publicitaires, c'est la propagande militaire qui est derrière, propagande étatique. C'est un instrument de propagande, purement et simplement. La télévision, c'est le jeu, c'est le cirque, le pain et les jeux pour calmer la masse.
dans un état décadent. Ça, y a aucun doute sur ça. Donc la mémoire déjà est malmenée dans l'âme et puis la raison naturelle aussi. C'est par ricochet puisque l'image qui succède à l'image ne laisse pas le temps à l'esprit pour la réflexion. Ça va trop vite. Le, le, le télé impose un rythme qui n'est pas naturel à la réflexion. Non pas qu'on comprenne rien quand on regarde non, mais on n'a pas le temps de faire ou en tout cas pas facilement ou peu de gens, mais le retour critique, et puisqu'on peut pas tout savoir sur tout, donc on est passif et donc ça influence évidemment l'esprit. Et donc il a été montré que les élèves les plus téléphages étaient en fait invariablement identifiés par les enseignants comme aussi les plus impulsifs, les plus inattentifs. C'est tous les professeurs le voient. C'est les élèves qui n'arrivent pas à se concentrer et qui sont impulsifs, donc qui sont fragilisés dans les rapports sociaux, sont ceux qui regardent de manière sans mesure la télévision. Oui, je permets de partager une petite expérience. Je suis récemment allé dans une famille vraiment très traditionnelle catholique et il n'y a pas de télévision. Bon, chez moi, je n'ai pas non plus la télévision, mais l'enfant, il avait 3 ans et il parlait déjà extrêmement bien. Il parlait des Ouais, mots de français, des mots d'allemand et il ouais, arrivait justement à pou j'aime pas ce mot, mais à jongler entre le français et l'allemand en fonction de quels parents enfin, à ouais. quels parents il s'adressait, enfin, qu'on Ah incroyable, oui, non, des choses qu'on voit très peu de nos jours. ah oui, à cause de quoi? Ben, à cause d'une télévision qui handicape la jeunesse. Et là aussi où il y a plusieurs citations qui le disent intéressantes. Bien sûr qu'un reportage est toujours peut être, enfin, il y a des bons reportages, il y a des bons films, il y a des bons documentaires, il n'y a pas de doute. Mais même cela, attention, il faut les prendre. C'est, ce sera bon que dans un premier temps pour nous alerter sur quelque chose, mais vraiment, si on veut se former, ça peut pas être un documentaire, ça peut être qu'une alerte, le documentaire, parce que l'encéphale humain ne s'organise pas en observant les choses, en écoutant, mais en agissant. C'est-à-dire que il faut une action personnelle pour pouvoir vraiment digérer les choses, pour les comprendre. Et donc, un documentaire vous fait pas digérer les choses. Il vous alerte sur un problème. Mais tant que vous ne l'avez pas travaillé par vous-même, par la lecture, par la réflexion personnelle, vous ne l'avez pas digéré. Il est hors de vous. Et donc, voilà, c'est ça aussi, c'est la vraie science ne passe pas par l'image. Ça, c'est faux. Alors, sauf bien sûr pour des schémas géographiques, mathématiques, où une carte, en effet, dit beaucoup plus de choses qu'un texte. Mais là, c'est un domaine très particulier. Vous parlez aussi du fait que la télévision est aussi un instrument de l'abrutissement, donc abrutissement des masses, de l'hébétude de manière générale. On ne peut pas penser à Cyril Hanouna lorsqu'on parle de ça, heu, qui est aussi évidemment, je pense, un instrument qui est voulu, qui a un Ouais. but, c'est-à-dire, détruire l'intelligence des gens et puis, ensuite leur faire accepter tout et n'importe quoi. On l'a un peu évoqué avant. Oui, oui, c'est vraiment Hanouna, c'est la version moderne du cirque, hein. Du pain, des jeux, un petit peu de violence, un peu d'affrontement. Alors, c'est pas des gladiateurs, mais c'est des affrontements entre des personnes opposées, mais il y a aucun jugement transcendant. Il y a, en général, il fait inviter les gens parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que les antisystèmes, il fait inviter des antisystèmes trop connus ou trop gênants, mais pour les ridiculiser ou pour les neutraliser. Ça, c'est certain. Oui, oui, tout à fait. Peut-être maintenant sur l'esprit, j'aimerais citer, Jacques Ellul, qui est évidemment le penseur, à mon avis, le plus Oui, pertinent ben, sur la question. vous Oui, permettez qu'on excusez-moi. on a oublié la volonté qui est donc la mémoire, la raison et la volonté pour l'âme. Et donc ça, c'est un aspect qu'on a tous constaté, hein. Il y a cet aspect hypnotisant, cet aspect drogue. Il y a vraiment, quand on regarde la télévision, la volonté lâche tout. Et c'est ça, entre guillemets, c'est ça qu'on croit qui nous repose, mais ça ne nous repose pas, mais ça nous hypnose, ça nous drogue, ça nous endort. Et, ben voilà, allez-y. Donc, alors,
enfin, je ne sais pas à quelle citation vous pensez de Jacques Ellul, mais Jacques Ellul, à propos non pas de l'esprit, mais de la volonté, il dit que nous sommes face à un phénomène humain unique dans son genre à cause de la télévision qui a envahi toutes les intelligences du monde, qui empêche la réflexion, qui nuit à la réflexion. C'est quelque chose vraiment d'effrayant et d'unique, ouais, dans l'histoire des hommes. Là, c'était plutôt justement sur, il me semble, le fait qu'il fallait y avoir un écran coûte que coûte, justement, quitte à remplir Oui, donc ça, c'est l'esprit. l'espace Oui, du bruit. oui, oui. Allez-y. Alors, c'est-à-dire n'importe quoi pourvu que l'écran ne soit pas vide. Et comme il est parfaitement impossible de trouver tous les jours quelque chose de vrai, de beau, d'intelligent, de nouveau, quelque chose qui vaille la peine d'être montré, retransmis, quelqu'un qui vaille la peine d'être entendu, rencontré, alors forcément, on remplit l'écran avec des stupidités. D'où une sous-culture de masse. Le niveau est nécessairement d'autant plus bas que le nombre atteint est plus grand. Et l'appareil technique exige que ce nombre soit toujours plus grand. Ouais. C'est vraiment fabuleux, hein, cette citation. Il a vraiment ouais, il était brillant, même si sur d'autres aspects, il est critiquable. Oui, C'est quand même quelqu'un à écouter sur ses. Enfin, c'était une intelligence quand même supérieure. tout Mais à fait. oui, non, il a tout dit. Normalement, une télévision. D'ailleurs, moi, j'ai connu ça quand j'étais très jeune. La télévision ne commençait qu'à 11 heures, elle s'arrêtait à 14h30, ça reprenait à 17 heures et ça s'arrêtait à 23 heures. Bon, après, ça a duré très vite. Donc, non, c'est un non-sens de vouloir remplir l'écran toute la journée. C'est un non-sens. Ça ne peut que abrutir. Ça ne peut que ça ne peut empêcher. Ça empêche les gens enfin, ça pousse les gens dans une vie virtuelle qui va avoir des conséquences néfastes pour la réalité, nécessairement. Et là, on voit que c'est là que pourquoi ça marche, parce qu'en fait, le peuple est complice, parce que le peuple est blessé, parce que le peuple est lui-même, ma conclusion de la triple concupiscence. Saint Jean dit bien que par le péché originel, l'homme est blessé, et c'est la grâce du Christ qui doit le guérir. Mais c'est quoi ces blessures? C'est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. C'est-à-dire que j'aurai concupiscence de la chair, je vais avoir une faiblesse pour tout ce qui flatte ma chair. Concupiscence des yeux, je veux la curiosité même sans finalité, la possession d'images, etc. Et l'orgueil de la vie, se croire supérieur, se croire indépendant, se croire autonome, etc. Et donc cette société ce média explose à une époque où justement il y a plus de. Non seulement il accélère, c'est pas lui qui a produit cette dissociété, mais il accélère ce phénomène. On n'est plus en société, il n'y a plus de société. La finalité de la société du bien commun est de moins en moins accomplie et remplie par les divers échelons. Et ça, c'est Marcel Decorte qui l'a bien analysé. On est dans une société qui se dissout. Donc dans l'individualisme, et ça sert justement la petite mafia cosmopolite, apatride, totalitaire, qui cherche justement à diriger une masse d'esclaves en raison d'une oligarchie qui, 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 qui instrumentalise et qui dirige les opinions par ce biais-là. Donc c'est lié, ouais, c'est évidemment lié tout ça. Alors peut-être aussi un dernier point sur une expérience qui a été faite par la RTS que vous relatez. J'étais très étonné de savoir que la radio-télévision suisse s'intéressait à ce genre de choses. Alors, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 40, 50 ans quasiment. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est où la RTS était encore peut-être respectable. C'est justement sur, et j'ai noté, c'était à la page 77, Mm. sur les ondes alpha et sur les ondes bêta. C'est-à-dire que lorsqu'on met quelqu'un devant la télévision, il va capter des ondes bêta, sauf erreur de ma part, au lieu de ondes alpha, ce qui va en fait l'abrutir et le mettre justement dans cet état Léthargique, oui. Exactement.
Alors, sauf erreur, moi aussi je confonds parce que je suis pas un scientifique, je crois que c'est le contraire. Lorsqu'on regarde la télévision, on produit des ondes alpha qui vont comme nous endormir. Je crois que c'est le contraire. En tout cas, les gens ont compris le principe. Il y a des ondes qui vont nous endormir, comme hypnotiser. Et moi aussi, j'ai été très surpris de cela et donc les expériences l'ont prouvé. Ils ont fait des expériences. euh, la différence entre la lumière réfléchie et la lumière directe. Donc, ils ont pris des groupes d'étudiants, ils leur ont fait voir le même documentaire, mais certains le regardaient en direct, c'est-à-dire comme devant un écran d'ordinateur ou un écran de télévision. La lumière passe de l'écran et va directement dans mon œil. Les autres ont regardé le même reportage, mais d'une lumière réfléchie, c'est-à-dire, donc c'est là, c'est comme le cinéma ou comme l'écran projecteur. On met l'image sur le mur et l'image revient. On pourrait dire, mais il n'y a pas de différence. Enfin, en tout cas, moi, je n'en voyais pas. Eh bien, si, il y en a une. Et là encore, donc, je résume les conclusions de cette expérience. Les étudiants, lumière réfléchie, eh bien, parlent de ce qu'ils ont vu comme d'une chose extérieure à eux. Et ils sont relativement objectifs. Donc, ils ont pu analyser la chose. Il y avait un écran, entre guillemets. Il y avait, il y avait une distance. Voilà. En revanche, les étudiants lumière directe parlent plutôt d'eux-mêmes, de leur ressenti, de ce qu'ils pensaient. Donc, pas de manière subjective. Avec la lumière directe, à la différence de la lumière réfléchie, la distance est supprimée. Le téléspectateur devient ni plus ni moins l'écran sur lequel est projetée la lumière. Donc ça nous transforme et vit le contenu des programmes avec une impression émotionnelle plus forte. Donc on voit bien la manipulation des masses, elle a besoin de cela. Avec une imprégnation émotionnelle plus forte, avec une perte de sentiment d'extériorité des scènes regardées. C'est car pour la lumière directe, l'image ou l'écran est source de lumière. Elle nous irradie, donc elle nous change physiquement. Il faut un effort plus grand pour ne pas céder à cette nécessité physique et biologique. Et donc, on le voit bien, pour laver un cerveau, ben, la télévision de masse est l'instrument idéal. Ça rentre chez tout le monde et ça les transforme, ça les manipule. C'est effrayant. C'est vraiment une drogue. C'est une drogue. Je- J'ai retrouvé l'extrait, je suis désolé pour pour ce manque de Allez-y. précision. Le neurologue américain Thomas Mulholland a effectué ses recherches dans les années 60 sur le comportement des enfants devant la télévision. À l'aide d'un électroencéphalogramme, il décide de mesurer l'activité du cerveau d'enfants regardant la télévision. Mulholland part de l'hypothèse que regarder la télévision est une activité. Il s'attend alors à ce que son EEG enregistre des ondes bêta lorsque ses sujets regardent la télévision. Or, lorsqu'il effectue son expérience, les ondes qui se dessinent sur l'écran de son EEG sont des ondes alpha. Ondes que le cerveau génère lorsqu'il ne fait rien et qui disparaissent dès qu'il fixe son attention sur une chose. Conclusion de l'expérience, la télévision provoque un état de somnolence proche de celui de l'hypnose, car si le cerveau produit des ondes alpha quand on regarde un téléviseur, c'est là le signal d'une légère léthargie du cerveau, puisque moins le cerveau travaille, plus il produit des ondes alpha. Voilà. Et peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui sont comme moi, peut-être actifs sur Twitter, ils ont certainement vu passer des fois un brevet américain sur la télévision, comme quoi justement il projeterait ce type d'ondes pour abrutir. Alors je vous laisse faire les recherches sur Twitter ou autre, mais il existerait, j'utilise le conditionnel puisqu'évidemment je ne suis pas sûr de ce que j'avance, un brevet qui irait dans ce sens pour abrutir les masses, mais qui proviendrait pas du programme en tant que tel, mais des Non, ondes de la télévision. enfin, c'est fou. C'est fou. Et d'où la phrase de Céline, hein, penser sans effort, on ne pense plus. Dans la télé, c'est pour ça que ça abrutit la civilisation. Car devant une télé, on est passif, on est inerte, on ne pense plus. Et donc, on pense sans effort, donc ensuite on ne pense plus. Et comme le dit, Céline n'était pas chrétien, mais il était intelligent. Et sur plus d'un point, il a dit des choses presque prophétiques. Et ensuite, on crèvera enfin de la plus triste vie. C'est exactement notre société qui est en train de crever d'une manière
Alors les gens ne s'en rendent pas compte puisqu'ils sont drogués. Le drogué ne se rend pas compte qu'il est en train d'être une épave humaine. Il a même l'impression d'être dans le bonheur. Ouais, mais la réalité, c'est qu'il est en train de crever de la plus triste vie. Et notre monde, drogué, ne se rend pas compte qu'il est en train de crever euh, en direct. C'est aussi la phrase de Solzhenitsyn que vous relevez, qu'on asservit plus facilement un peuple par la pornographie qu'avec des miradors. Hmm. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être encore un mot de conclusion? Oui, alors la conclusion, je la mets en exergue de ma conclusion justement. Je la cite. Alors je connais pas ce monsieur, mais en tout cas, il est cité par Michel Desmurger et peu importe qui le dit, si ce qu'il dit est vrai. La télévision n'exige du spectateur qu'un acte de courage, mais il est surhumain. C'est de l'éteindre. et donc oui, alors la télévision à éteindre évidemment, puisqu'en plus elle est aux mains de l'État, un État aujourd'hui mafieux qui veut nous asservir. Donc bon. Après, mais avec l'internet, vraiment un usage parcimonieux, vertueux, et c'est pas toujours facile. On perd très vite du temps, voire pire. En conclusion, il faut quand même que les gens entendent, en tant que scientifique, monsieur l'ingénieur en neurosciences, monsieur Desmurger, va donner cinq conseils que je veux relayer ici, qui sont des conseils de scientifiques, pas de moralistes, pas de prêtres. Voilà. D'abord, il dit l'idéal, c'est la zéro télé. Ah oui, vu ce que tu viens de dire, c'est donc zéro télé. C'est la meilleure solution. Voilà, le bon usage de l'écran, c'est pas d'écran. En tout cas, s'il y a une télévision ou traduisons un ordinateur, jamais dans la chambre à coucher. L'ordinateur, c'est un instrument de travail qui ne doit pas être dans la chambre à coucher. Pas d'ordinateur, pas d'image. Donc attention au téléphone. Le téléphone devrait être coupé lorsque la journée de travail est finie. Pas d'image, pas d'écran là où je dors. Ensuite, pour les enfants de moins de 6 ans, de 0 à 6 ans, il dit que l'exposition audiovisuelle doit être strictement proscrite. Pas une image, pas un dessin animé, même pas une vie de saint en image, pas de film, rien. Même si c'est très bien, peu importe le contenu, ça va détruire la formation du cerveau, le cerveau de l'enfant en formation. C'est inadapté, complètement inadapté. C'est une catastrophe qui cause des dommages irréversibles chez l'enfant. Quatrième point, si jamais il y a pour X raisons, et ça peut se comprendre, hein, parfois il faut montrer quelque chose à l'enfant, soit pour un peu le reposer au sens soit artistique, un très beau reportage, un très beau film, bon, ça peut se comprendre. Donc si on doit montrer à des enfants de la télévision, donc vers 10-12 ans ou plus, il estime que 3-4 heures par semaine est un maximum. Après, ça devient abusif et nuisible. Et bien sûr, avec un programme qui est de qualité, et donc rare. Et puis, dernier conseil qu'il donne aux adultes, ce coup-ci, qui, eux, ils assumeront leurs actes, ils sont plus comme des enfants, mais la télévision, et l'ordinateur aussi, est un facteur d'isolement social, et où on est spectateur, et donc ça a des risques sur notre santé corporelle, mentale et spirituelle. Donc, faut le savoir. Voilà la conclusion qu'il fallait dire. Merci, monsieur l'abbé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Au revoir et merci.